et bien sûr l'ensemble de ses collaborateurs, les services de l'État. Mon cher Yves, Monsieur le Président du département, nous sommes région et département totalement complémentaires, et Yves et moi encore plus complémentaires. J'ai un avantage en période de chaleur, il a un avantage en période de grand froid. Je voudrais saluer le secrétaire général, maire de Sceaux, de l'AMF, saluer mes collègues parlementaires, sénateurs bien sûr, députés s'ils sont encore ici, et puis bien sûr les conseillers régionaux, conseillers départementaux et tous les maires. Je représente Christelle, mais je voudrais bien sûr vous parler de la région, mais prendre un peu de hauteur cet après-midi parce que j'ai fait de nombreuses, je n'arrive pas à les calculer, l'Assemblée générale des maires. Et je voudrais ce soir partager avec vous un constat, puisqu'il y a un mandat qui se termine. Et ce constat que je veux partager, c'est que, parce que souvent je vous ai entendu, de tous les mandats, depuis des années, le mandat qui s'achève a sans doute été le plus compliqué, le plus difficile. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Et mes propos vont rebondir sur les propos du secrétaire général de l'AMF. Les élus de Vendée, mais aussi de la région des Pays de la Loire, chère Lydie, et d'ailleurs, ont été pris dans une redoutable mâchoire. Ils ont été pris par une mâchoire par le bas et une mâchoire par le haut. Par le bas, c'est nos administrés, vos administrés, par cet individualisme contemporain qui est totalement contradictoire, qui demande à la collectivité toujours plus et qui voudrait lui donner toujours moins. Cet individualisme contemporain qui veut toujours plus de droits et, cher Colette Chevreul, qui oublie souvent ses devoirs. Bref, toujours plus de moi et toujours moins de nous. Et dans une société qui se fracture, qui s'archipélise, mais au-delà même, qui s'individualise, essayer de rassembler, essayer de diriger une commune, c'est beaucoup plus difficile. La mâchoire du haut, c'est cette fragilisation que vous évoquiez il y a quelques instants entre le pouvoir, l'État central, monsieur le préfet, central, et l'ensemble des territoires. Ce constat-là, beaucoup d'élus l'ont fait, qu'ils soient à droite, à gauche et ailleurs. C'est un constat. De ce constat, je ne veux pas rendre responsable un gouvernement ou un président de la République en particulier, parce que cette obsession de l'unité et de la centralisation est notre ADN français. L'absolutisme monarchique, le centralisme napoléonien ou encore le jacobinisme républicain. C'est dire que les choses pèsent lourd. Et puisqu'on parlera peut-être d'un acte 3 de la décentralisation, l'acte 1 a été une vraie rupture. C'est François Mitterrand avec Gaston Goeffer. Je le dis d'autant plus que ce n'est pas la figure devant laquelle je me prosterne tous les jours. Il avait dit une chose très juste, il a fallu la centralisation pour que la France se fasse, il faut désormais la décentralisation pour que la France ne se défasse pas. Le problème, c'est que cette période de décentralisation heureuse que j'ai connue, que vous avez parmi vous peut-être un peu connue aussi, elle s'est achevée il y a belle lurette. Il y a belle lurette. Et on assiste depuis des années à une période au contraire de reconcentration, de recentralisation, qui a pris des voies très différentes que vous connaissez parfaitement parce que vous en êtes souvent les victimes. La multiplication des normes, aucun Conseil national d'évaluation des normes n'est pour le moment parvenu de faire quoi que ce soit. Et les Chinois écrivent toujours le mot France avec 2 idéogrammes, Faguo, le pays des lois. La voie de l'asphyxie financière, Yves en parlait il y a quelques instants, il y a eu la baisse des dotations. Bien sûr, il faut que les collectivités fassent des efforts. Je suis le premier à le reconnaître. Mais il y a un paradoxe aujourd'hui. Dans les comptes publics, les collectivités sont dans le vert et l'État est toujours dans le rouge. Donc il faut être juste aussi. Proportionné dans les demandes. Proportionné dans les demandes. Et que les petites communes ne subissent pas, plus que les grandes, une demande encore plus importante pour l'effort. Et par ailleurs, on a parlé, on reparlera de la taxe d'habitation.
comment est-ce qu'on a pu envisager la suppression de cet impôt local pour lequel il y avait un consentement à l'impôt, oui, sans même essayer de se concerter avec les élus locaux sur son remplacement. Sans impôt local, comment dire à nos compatriotes, à vos administrés, comment leur dire que ce qui apparaît gratuit ne l'est pas en réalité? L'impôt, c'est aussi le visage du civisme, bien entendu. Et puis, la troisième voie qui était, je suis totalement d'accord avec vous, la plus destructrice sur le moral des maires et des élus de Vendée et de France, c'était ce que j'appelle le grand remembrement territorial de la loi NOTRe. On était pris d'une sorte de réflexe de gigantisme. Des grandes régions, ma chère Brigitte, des grandes intercommunalités, et t'as du mérite. Et aussi parfois des grandes communes. En sous-estimant que la loi du nombre n'était pas la loi des hommes. Ça a eu deux conséquences. La première conséquence, c'est sur vous, les maires, qui se sont sentis dépossédés de la maîtrise du destin de leur commune, qui leur a échappé parce que l'essentiel des compétences ont été intercommunalisées. De force, souvent. Pas toujours dans la volonté. Et la seconde conséquence, c'est le malaise démocratique français. On n'a pas vu que, en faisant toujours plus grand, on détruisait la proximité, donc le lien social. On n'a pas vu que, en étirant le lien géographique jusqu'à l'extrémité, on avait cassé, à un moment donné, le lien civique. Parce que la confiance se construit dans la proximité et que la défiance s'épanouit malheureusement dans l'éloignement. On a là le ressort extrêmement important du malaise démocratique français. Alors bien sûr, il faut y faire face. À chaque niveau. Pour ce qui concerne la région, dès le départ de notre mandat, je parle pour les conseillers régionaux qui sont ici, Lydie, Philippe, nous avions fait ce constat qu'il fallait qu'on parvienne, sur l'aménagement du territoire, à reprendre le dialogue avec les départements, à avoir une vision un peu différente entre l'intercommunalité et puis la commune. Et tout à l'heure, je dirais deux mots de la décentralisation. La décentralisation doit concevoir demain un couple département-région, comme on doit bouger le curseur entre la commune et l'intercommunalité. Et j'ai jamais cru, tu le sais Yves, et Christelle partage absolument la même conviction, que nous n'avions pas besoin, pas tous les présidents de région, que les régions pour grandir n'avaient pas besoin d'abaisser les départements. Et c'est pour ça qu'on a un partenariat qui est celui, je te remercie, mais si cet après-midi vous voyez les travaux routiers sur le contournement nord, sans doute qu'il aurait été plus difficile, en tout cas qu'il aurait fallu attendre un peu plus si la région n'avait pas aidé le département, etc., etc. Et pour le couple intercommunalité et commune, dès le début, nous avons dit c'est important l'intercommunalité, on continue, c'est la vingtaine de contrats territoire-région, quarantaine de millions d'euros, mais tout de suite on s'est dit on ne peut pas laisser tomber les communes, notamment rurales, c'est notre ADN, c'est notre marque de fabrique, on va les aider directement, avec le pacte de la ruralité. Ça a formidablement bien marché, et notamment en Vendée, 205 projets sur 3 ans, qui représentent en matière de travaux 100 millions d'euros. C'est pas la raison pour laquelle on a déserté les villes, on a fait des cœurs de ville, La Roche, Fontenay, on a travaillé, et moi j'ai été très soucieux pour le lien que nous avons avec la métropole. On a besoin d'une grande métropole avec Nantes, évidemment. Mais nos communes rurales, c'est notre marque de fabrique. Et d'ailleurs, au passage, ceux qui n'ont pas fait appel à ces fonds doivent se réveiller très vite. Voilà. Donc, je pense que la région, dans l'aménagement du territoire que nous voulons développer, c'est cette notion d'équilibre. Parce que ce qui définit, Olivier Guichard l'avait dit avant moi, la région des Pays de la Loire, c'est l'équilibre. Nous ne sommes pas une région de l'excès, nous sommes une région de l'équilibre. Maintenant, il y a aussi, et c'est là que mes propos vont, pour terminer, parce qu'il faut aller vite, faire écho à ceux du secrétaire général de l'AMF.
les choses bougent aussi au niveau national. Et j'en suis heureux. Parce que ça ne doit pas être une affaire de droite, de gauche, d'En Marche ou d'ailleurs. Je pense que quand les maires se découragent, c'est de tous les indicateurs de préoccupation d'un pays, un clignotant qui est absolument essentiel. Les choses bougent, l'épisode des Gilets jaunes, bien sûr, est passé par là, et on est aussi passé, si j'ose dire, de la période balance ton maire à la période accroche-toi ton maire. Et c'est une bonne chose. Il va y avoir 4 fenêtres de tir pour que ce malaise puisse s'achever et qu'un nouveau mandat municipal, dans quelques mois, puisse commencer. La première, le texte qui sera porté dans quelques mois sur l'engagement et la proximité. C'est un texte que nous allons soutenir avec mes collègues sénateurs. Il reprend pour l'essentiel des travaux que le Sénat a votés effectivement ou a déjà travaillé, essentiellement pour les maires. On va déplacer le curseur entre l'intercommunalité et la commune, c'est-à-dire conforter la commune, sans oublier l'intercommunalité, une plus grande souplesse dans le pacte de gouvernance, dans les périmètres ou dans les compétences. Un élément sur les régimes sociaux ou indemnitaires. Moi, on s'est battu, je me souviens, lorsqu'il a fallu réparer l'injustice fiscale qui avait conduit à des énormités et qui frappait les maires de petites communes en matière d'impôt sur le revenu. Ça a été, croyez-moi, difficile. Bon. La responsabilité pénale, il y a des choses à faire encore. Méfions-nous effectivement sur cette notion de régime indemnitaire, mais dans le régime social, je sais que les maires, le découragement des maires, il ne vient pas de là. Il vient d'autre chose. Grand remembrement territorial, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est un point, c'est un texte qui sera fondamental, qui sera au Sénat d'abord, au mois d'octobre, et puis ensuite, au mois de novembre, au moment pratiquement du congrès, d'ailleurs des maires au niveau national. En même temps, il va y avoir la loi de finances. Il n'y aura pas un texte, tel qu'on nous l'avait dit, sur des finances territoriales, en propre, que François Parouin et nous, au Sénat, on demandait. Il y aura la loi de finances, avec le jeu de bonneteau entre, mon chéri, foncier bâti départemental, la suppression de la taxe d'habitation, vous l'avez évoqué, j'y reviens pas. Faisons très attention, qu'au-delà de la sincérité, je pense, des ministres qui vont présenter ce texte, que Bercy, on est d'accord, que Bercy nous propose pas de la tuyauterie apparemment sucrée et au final toxique. Il faut y faire très très attention. Et enfin, on aura 2 textes après les élections. On aura la décentralisation, l'acte 3, et sans doute la révision constitutionnelle. Ce que je veux dire pour terminer sur ces 2 textes qui sont peut-être importants, c'est 2 remarques. La première, c'est qu'on ne peut pas concevoir une décentralisation. Ça va vous faire une transition, monsieur le préfet. On en a souvent parlé ensemble. Sans une déconcentration. Il faut une décentralisation qu'organise le couple qui n'est pas organisé, département régional. Évidemment, commune, intercommunalité, mais ça sera le texte du mois d'octobre prochain. Mais ça ne servira à rien si l'État ne bouge pas. Moi, la proposition que je fais, c'est qu'on conforte l'État départemental. Je pense que les grandes administrations régionales sont des administrations parisiennes, qui échappent d'ailleurs à l'autorité du préfet de région, et totalement clipsées sur l'administration centrale. Et je pense qu'il faut qu'il y ait une voix de l'État au niveau préfectoral dans le département. C'est fondamental, et chaque préfet devrait être, d'ailleurs, vous avez reçu, et vous l'utilisez, vous êtes un des seuls d'ailleurs sur la dizaine de départements, le droit de dérogation. Le patron des services de l'État dans un département, à mon avis, ça doit être celui qui doit, comment dirais-je, accorder la règle dans ce qu'elle a de plus strict avec la nécessité du terrain dans toute la diversité. Ça, c'est la première remarque. Il ne peut pas y avoir de décentralisation si l'État lui-même ne repense pas son action au niveau territorial. La deuxième remarque,
c'est qu'il ne peut pas y avoir de décentralisation, vraiment, sans une révision constitutionnelle. 2 exemples. La France n'est plus la France de Louis XIV, ni de Napoléon, ni de Bonaparte, ni d'autres. C'est devenu désormais une France qui est très diverse, et on peut accorder l'unité auquel j'attache beaucoup de prix, d'une république une et indivisible, en même temps décentralisée, mais prévoir une différenciation en fonction des territoires. Il n'y a pas de raison qu'en Alsace, on s'organise de la même façon qu'en Vendée ou en Bretagne. Ça, c'est de l'ordre constitutionnel. Une loi de décentralisation ne peut pas le prévoir. Pour ce qui nous concerne, je pense qu'une décentralisation n'en est pas une, si on ne tire pas les leçons d'une responsabilité donnée et d'une liberté locale. Et c'est toute l'histoire d'ailleurs de la taxe d'habitation. Il y en a bien d'autres histoires, comme Yves le disait, depuis des années, en matière de fiscalité locale. Je pense qu'il y a un principe qui est très simple, sans lequel il ne peut pas y avoir de décentralisation mature, c'est qui paye décide. Quand un ministre de l'Éducation nationale décide de faire les rythmes scolaires pour enjoindre aux maires de les financer, de se débrouiller, c'est pas possible. Si c'est l'État qui décide, alors c'est l'État qui paye. Qui paye décide. C'est très simple. Et il faut constitutionnaliser cette règle. Tant qu'elle ne le sera pas, les élus sont maintenus dans une situation, si j'ose dire, de minorité juridique et fiscale. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement. Pour conclure, je crois que